Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. La plaidoirie de l'affaire relative au coup d'État manqué et à l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe a débuté ce lundi 26 août 2024 devant les tribunaux militaires des garnisons de la Gombe et ces gens en audience foraine à la prison militaire d'Endolo. Ce sont les partis civils qui ont ouvert les débats. L'une d'elles, la République démocratique du Congo, a sollicité la somme des 250 millions de dollars américains des dommages-intérêts. C'est la première partie civile à avoir pris la parole. Dans son exposé, la République soutient qu'elle a subi des préjudices. Les préjudices moraux découlent d'abord des idées véhiculées par l'étranger faisant croire aux Congolais que rien ne marche dans le pays, ce qui pousse certains citoyens à se révolter contre les institutions établies. Elle justifie également les préjudices moraux par la peur répandue au sein de la population lors des attaques perpétrées dans la nuit du 18 au 19 mai 2024. Concernant les préjudices matériels, la République démocratique du Congo invoque des actes de destruction et plusieurs autres faits commis par les prévenus, lesquels ont entraîné de nombreuses dégradations des biens publics. Elle a sollicité 250 millions de dollars américains à titre des dommages-intérêts. Une autre nouvelle, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu ce lundi l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi et son hôte ont regretté l'incident dont ont été victimes deux diplomates français le 23 août dernier à la suite d'un conflit foncier ayant conduit à une intrusion dans une entreprise française. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a condamné ces actes portant atteinte aux conventions internationales concernant la protection des diplomates et assuré que leurs auteurs ont été interpellés. Bien avant le palais de la Nation, l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo a échangé avec les ministres congolais des Affaires étrangères aux côtés du VPM de l'Intérieur et les VPM de l'Intérieur, Chabani. Les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent les allégations des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, selon lequel elle aurait violé son espace aérien, selon ce communiqué signé par le lieutenant-colonel Guillaume Dike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Il s'agit là d'une tentative d'aveugler l'opinion. À l'en croire, cela fait 48 heures qu'à cause des problèmes de météo, aucun aéronef des FARDC ou de leurs partenaires n'a pu prendre les airs au Nord Kivu. Et je le disais tout à l'heure, avant de rencontrer le président de la République, Félix Tshisekedi, l'ambassadeur de la France en RDC a échangé avec les ministres des Affaires étrangères aux côtés du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Au cours de cet entretien avec l'ambassade de la République française en RDC, Bruno Aubert, il s'est agi, une fois de plus, d'une rencontre axée sur des questions d'intérêt commun entre la RDC et la France, avec laquelle elle entretient des relations de courtoisie et d'amitié. C'était également l'occasion d'évoquer l'incident survenu dans une résidence diplomatique le week-end dernier. Suite à cet incident, les ministres des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie a exprimé ses profonds regrets. Pour elle, ces actes portent atteinte aux conventions internationales qui protègent les membres du corps diplomatique. La rencontre de ce matin avait un objet un peu spécial. Il était consécutif à l'incident qui a eu lieu sur une des entrées diplomatiques et qui a fait l'objet d'une tentative d'intrusion, d'une opération d'intimidation qui impliquait des agents de l'État. Donc nous avons eu un entretien très confiant, très fructueux, très constructif avec la ministre d'État, en présence d'ailleurs du vice-premier ministre de l'Intérieur. La ministre d'État a présenté une excuse de l'État congolais pour cet événement regrettable qui, comme elle l'a souligné elle-même,
est en violation flagrante des conventions de Vienne, également en violation des bons usages de courtoisie et d'amitié qui lient nos deux pays, la République démocratique du Congo et la République française. Donc nous avons évoqué ensemble cette situation et les mesures qui vont être prises et qui ont déjà été prises pour certaines d'entre elles par les autorités congolaises pour que ce genre d'événement ne se reproduise plus. En présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Jacquemaine Chabani, Thérèse Kaikwamba-Wagner a assuré les diplomates que des mesures appropriées étaient déjà prises pour éviter que de tels malentendus ne se reproduisent. Elle a souligné l'importance que la RDC accorde aux relations bilatérales avec la France, relations qui existent depuis plusieurs années. Et dans un autre chapitre à présent, l'ancien candidat à la présidentielle de décembre 2023, Martin Fayulu Madidi, sera un meeting populaire le samedi 31 août 2024 à la place Sainte-Thérèse de Ndjili à Kinshasa, dans la capitale de la RDC. À travers un message à ses sympathisants, le président du parti politique SID a également préconisé la tenue d'un dialogue entre la classe politique congolaise sous la médiation des chefs spirituels. L'objectif de cette démarche est de renforcer la cohésion nationale. Je dis à mes concitoyens, je dis à mes compatriotes que rien ne sert à nous diviser. Ça ne sert à rien. Ceux qui ont le pouvoir doivent savoir que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Même si eux, ils ont usurpé le pouvoir, ils doivent savoir exactement ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, la solution est la seule, c'est qu'on se mette autour d'une table, nous tous, parties prenantes, autour de nos chefs spirituels. Les chefs spirituels ont montré qu'ils sont prêts à nous recevoir. Et pour qu'on parle du Congo, qu'on parle de la cohésion nationale, qu'on parle de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Il y a des pays qui sont contre nous. Il faut qu'on se mette ensemble, comme un seul homme, comme une seule femme, pour contre-attaquer avec un esprit d'engagement, avec un esprit patriotique, nous mettre ensemble. Et si nous sommes ensemble, personne ne pourra nous battre. Et c'est cet engagement, et c'est cette guerre de cohésion que nous voulons mener. Et deuxièmement, nous devons nous dire que le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Et comment accéder au pouvoir et demain avoir des institutions légitimes. Et cet appel de Martin Fayulu est salué du côté du Front commun pour le Congo, pour Eliezer Mibanga, communicateur de cette formation politique de Joseph Kabila. Ce dialogue doit se faire uniquement pour résoudre les problèmes des Congolais et non pour donner des béquilles à certaines personnes. On n'a jamais été contre un dialogue ou contre ce genre de propositions. Il vous souviendra d'ailleurs, on a co-géré ensemble avec l'Union Sacrée. Il y avait cet accord FCC Cash, dont lui-même, M. Tshisekedi, a trouvé bon de mettre fin. On n'a jamais émis ce souhait ou ce vœu de nous séparer de nos anciens partenaires. Alors si il faudrait aller dans cette optique d'un dialogue, si nous sommes partants, mais un dialogue qui rencontre le problème des Congolais. Un dialogue qui pourra résoudre les problèmes des Congolais. Mais non pas un dialogue qui pourra donner des béquilles à certaines personnes de s'éterniser au pouvoir. Et nous ne voulons pas d'un dialogue qui donne l'image d'un Congo comme étant un gâteau dont nous devons nous partager des responsabilités. Les sénateurs Justin Kalumba Mwanankongo, candidat qui s'était désisté au poste de rapporteur du bureau de la Chambre haute du Parlement, a dans une conférence de presse ce lundi révélé les motivations de son geste. Pour lui, ce geste est inspiré par l'exemple du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui n'a pas hésité d'élever une femme au poste de Premier ministre congolais. Il a dit sauver ses bureaux qui risquaient d'afficher un bureau totalement masculin. Le désistement a été un choix opéré en âme et conscience, uniquement dans le but de solutionner un vrai problème qui s'est profilé à l'horizon, en concertation avec mon regroupement politique, et non sur instruction ou sur ordre de qui que ce soit. Après avoir entendu
les conseils des uns et des autres. Et il y en avait par tonnes, les conseils des uns et des autres, allant dans tous les sens. Et tenant compte du fait que la femme avait déjà été littéralement éliminée de la course électorale au niveau de tous les autres postes du bureau, j'ai résolu, en âme et conscience, d'éviter à notre pays le risque d'afficher un bureau totalement masculin pour une institution aussi prestigieuse que le Sénat. Par ailleurs, j'avais réalisé que même dans l'hypothèse où j'ai gagné ces élections au second tour, j'aurais obtenu les postes de rapporteur pour moi-même. Mais en bafouant gravement la cause de la femme, alors que cette cause est superbement une cause d'intérêt général. J'ai donc fait, mesdames et messieurs de la presse, le choix de s'aimer les postes de rapporteurs du Sénat pour faire gagner la femme et de facto gagner avec elle. Selon qu'il est écrit, je cite, « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu les retrouveras. » Fin de citation. Et dans le reste de l'actualité, les partis l'ont signifié à clôturer le week-end dernier les activités commémoratives pour ses 60 ans d'existence. Un meeting a été organisé à la résidence d'Antoine Gizenga à Bouma devant plusieurs militants du PALU et autres invités. Le secrétaire général de cette formation politique, Didier Manzenga, a une fois de plus lancé un appel à l'unité. C'est sous cette belle atmosphère rythmée des chants de ces fervents militants que les partis lumumbistes unifiés a clôturé les activités commémoratives pour ses 60 ans d'existence. À Bouma, dans la résidence a défait Antoine Gizenga, chef de cette formation politique, plusieurs cadres du PALU et autres invités des marques ont rehaussé de leur présence pour cette cérémonie, dont Didier Mazenga, Anne Gizenga, Augustin Kabouya, Lambert Mende et autres. L'unité autour des fils et filles du PALU était les messages clés lancés par ces chefs des partis. Pour réaliser la volonté de nos pères fondateurs, à savoir PALU, la vision du nouveau leadership du parti lumumbiste unifié consiste à rechercher l'unité et la cohésion, seul gage pouvant permettre au PALU de renaître de ses centres. Ainsi, il est temps pour nous tous qui déclarons être fils politiques d'Antoine Gizenga de prendre conscience que seuls nous ne représenterons rien, mais qu'ensemble nous devenons une force redoutable. Étant un parti nationaliste, le PALU a également condamné l'agression rwandaise dans la partie est du pays. Les partis lumumbistes signifiés PALU, qui luttent principalement pour le maintien de l'unité et de l'intégrité territoriale de notre pays, ne peut jamais accepter que notre pays, la République démocratique du Congo, pour laquelle notre président d'honneur, le camarade Patrice Emery Lumumba, a donné sa vie, soit l'objet de balkanisation. C'est pourquoi le PALU condamne avec la dernière énergie cette agression, car l'intégrité de notre territoire, notre dignité et la souveraineté du peuple congolais constituent des valeurs cardinales pour lesquelles nos pères fondateurs se sont bâtis jusqu'au sacrifice suprême. Cette cérémonie a été clôturée sous une bonne ambiance avec l'artiste Weranson.
De son côté, la dynamique sociale pour le développement et la paix dénonce la majoration par l'État congolais des frais des consignations ou frais relatifs à l'ouverture d'un dossier juridictionnel. Pour cette structure, la décision du gouvernement fait de la justice congolaise un service public marchand. Pour le bien-être de la population, cette décision devrait être retirée. La population est déjà très démunie. Instaurer ce système, c'est comme essayer de décourager le peuple qui est déjà très pauvre à saisir la justice. Parce que personne ne pourra prendre le risque de payer les droits proportionnels tout en sachant que les juges ne sont pas liés par les demandes des parties. Les juges ne sont pas liés par votre consignation. Vous pouvez payer 10 000 $ aujourd'hui de consignation et qu'à la fin, le juge rejette votre demande. Ça sera comme si tout ce que vous avez payé est tombé caduc. Et ce système, en plus, il vient renforcer le pouvoir des mafieux. Ce que le ministre devait faire, c'est d'abord, en des termes plus simples, s'il voulait effectivement rendre service à la justice, le premier élément qu'il devait faire, c'est d'abord s'assurer que les décisions judiciaires soient opportunes. C'est-à-dire que s'assurer que les juges qui sont saisis des affaires puissent se prononcer dans le délai. C'est ça le principal problème. Lui étant un avocat, il devait le savoir. Nous avons un grand problème de respect des délais. Les juges ne respectent pas les délais. C'est ça le principal problème et c'est ça le vrai problème. Le problème de la justice n'est pas le coût de la justice. Parce qu'en voulant apporter des solutions pour restaurer la justice, et vous pensez que pour restaurer la justice, il faut augmenter le coût d'accès à la justice. En réalité, vous êtes seulement en train de faire un semblant d'apport de solutions en voulant que le peuple ne puisse pas saisir la justice pour que vous vous disiez il n'y a pas de dossier, donc le problème de la justice est résolu. Le deuxième problème, le ministre doit faire en sorte qu'il y ait séparation des pouvoirs. Il ne peut pas s'ingérer dans l'appareil judiciaire. Peut-être qu'il peut s'assurer que les intérêts du peuple soient assurés, mais pas s'ingérer directement dans les affaires de la justice, tel que dit aux articles 150 et 151 de la Constitution. Et de son côté, l'association des professeurs de l'Université des sciences de l'information et de la communication dénonce le non-respect flagrants des dispositions académiques pertinentes par les comités de gestion. Ces professeurs exigent l'annulation de toutes les décisions d'engagement irrégulière du personnel académique, scientifique et administratif opéré. C'était à l'issue de son assemblée générale. Alex Ifasik, désormais Université de sciences de l'information et de la communication, les professeurs se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Objectif, évaluer les différents points saillants liés, entre autres, au dysfonctionnement au sein de cet alma mater imputé à l'actuel recteur. Après audition de rapports de commission ad hoc et évaluation de la situation de crise, la PUSIC constate 1. Le non-respect flagrant des dispositions académiques pertinentes par les comités de gestion. 2. La non-prise en compte de propositions et recommandations des corps et de différentes structures visant l'amélioration des conditions de travail et d'études. 3. Les risques réels de non-paiement de la prime mensuelle d'encadrement conformément aux prévisions budgétaires. Le professeur exige également l'annulation de toutes les décisions jugées irrégulières. La PUSIC exige l'annulation de toutes les décisions d'engagement irrégulier du personnel académique, scientifique et administratif opérées au cours de cette année académique et le renvoi de leurs dossiers aux structures habilitées pour traitement. 2. La PUSIC exige l'annulation de toutes les inscriptions au 3e cycle et leur renvoi aux instances compétentes. 3. La PUSIC exige la réhabilitation sans condition de la commission de gestion concertée gage d'une transparente. 4. La PUSIC prend acte de la déclaration de l'intersyndicat du 6 août et demande à l'autorité de tutelle de réserver une suite appropriée. Depuis plusieurs semaines, il s'observe des tensions dans plusieurs universités. Lors du 10e Conseil des ministres, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Sombo Ayane, a exprimé la nécessité de remodeler son secteur en vue de la sauvegarde des intérêts éducatifs. Elle a également évoqué le réaménagement technique dans les organes de gestion ainsi que sur les réajustements nécessaires au niveau des institutions académiques.
Actualité sportive. Les ministres des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, souhaitent doter la ville de Kinshasa d'un nouveau stade d'une capacité de 60 000 places. Cette proposition a été soumise au gouvernement lors de la 10e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Ce stade sera construit à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjeli. Ce projet devra être préfinancé dans le cadre d'un partenariat public-privé. Dossier prioritaire et urgent du secteur des sports et loisirs. Le ministre des Sports et Loisirs a dressé et présenté aux membres du Conseil un état des lieux de son secteur, avec un accent particulier sur les infrastructures sportives dans la capitale ainsi que dans le reste du pays. D'une part, il a pointé les mesures urgentes de réhabilitation pour certains sites, d'une part, et d'autre part, il a recommandé la construction d'infrastructures, notamment dans les provinces et autres entités territoriales décentralisées. Le ministre des Sports et Loisirs a proposé au gouvernement un mode de financement de ces projets. Il envisage la construction d'un stade moderne d'une capacité de 60 000 places sur la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili, qui pourrait être financé dans le cadre du partenariat public-privé. Par ailleurs, le ministre des Sports et Loisirs a fait le point sur les compétitions sportives qui sont inscrites au programme de son ministère pour le deuxième trimestre 2024. Il a aussi annoncé la tenue à Kinshasa en octobre prochain de la 46e Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Enfin, l'accompagnement du gouvernement a été sollicité pour la mise en œuvre des recommandations des États généraux des sports de 2022, mais aussi pour l'organisation des États généraux de loisirs en vue de combler les déficits relevés dans ce secteur. Le Conseil en a pris acte. Madame, Monsieur, c'est par ici que nous bouclons la boucle de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.